me suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature. Les classes cinéma et les ciné-clubs, un rendez-vous manqué. En 1981, Alain Savary, nouveau ministre de l'Éducation nationale, crée une mission relative aux enseignements artistiques pour établir des partenariats extérieurs aux établissements scolaires, en s'appuyant sur des artistes et des organismes publics. Si l'initiative ne concerne au départ que la musique et les arts plastiques, elle s'étend rapidement au théâtre et au cinéma sous l'égide de Pierre Baquet. Parallèlement, Jack Lang prévoit une aide d'1 million de francs destinée à des actions cinématographiques en milieu scolaire. Un partenariat se met alors en place avec les exploitants de salles afin de définir un programme destiné à favoriser une meilleure diffusion des films et une meilleure formation à la connaissance du cinéma auprès des spectateurs en cours de scolarité. Des expériences voient le jour avec des établissements et des exploitants de salles de cinéma, notamment avec l'organisation de séances spécifiques proposant des horaires, mercredi matin 10h, mercredi après-midi, dimanche matin 10h, et des prix aménagés. Ces initiatives sont encouragées par une campagne de promotion du ministère. Peu à peu, un rapprochement s'opère avec le projet de l'éducation nationale. Il débouche le 25 avril 1983 sur l'établissement d'un protocole d'accord entre les deux ministères qui prévoit la mise en place d'une véritable éducation artistique dans les écoles à l'échelle nationale. Ce partenariat voit se confronter deux conceptions de l'utilisation des images animées qui ne font que prolonger des réflexions menées par les ciné-clubs depuis les années 20. Celle du ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans cet héritage d'un cinéma éducatif, voire éducateur, qui considère avant tout le film comme un support et un objet pédagogique. A l'inverse, du côté du ministère de la Culture, celui-ci est perçu en premier lieu comme une œuvre artistique qu'il s'agit alors d'étudier au même titre qu'un livre ou un tableau. Bien entendu, il s'agit là d'un ordre de priorité lié aux prérogatives de chaque ministère, qui n'exclut en rien la reconnaissance de l'art cinématographique, mais qui les situe différemment sur la question d'un enseignement du cinéma. Afin de trouver un point d'entente commun, Jean-Denis Bredin, président de la commission sur la réforme du cinéma, est sollicité pour rédiger un rapport sur le thème spécifique de l'enseignement du cinéma. Rendu public en octobre 1984, le document dresse, selon Michel Marie, un sombre bilan de l'appareil de formation français concernant les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Vétusté, sclérose, archaïsme, centré sur le cinéma, spectacle des années 50, cloisonnement entre l'IDEC, association subventionnée par le CNC, L'Huile Lumière, lycée technique d'État et l'INA. Le rapport propose une vaste refonte de l'offre de formation en encourageant notamment la mise en place d'instituts régionaux pour former des techniciens supérieurs, le développement d'un institut supérieur national, futur FEMIS, mais également la création de véritables diplômes universitaires allant de la licence au doctorat. Concernant les lycées, 3 types d'enseignements sont proposés pour les élèves du second cycle. Un enseignement optionnel, complémentaire pour tous les baccalauréats avec 2 heures de cours hebdomadaires à forte dominante théorique et une épreuve écrite facultative. Un enseignement pratique et théorique de 4 heures hebdomadaires pour les élèves inscrits dans les sections littéraires, série A, débouchant sur plusieurs épreuves au baccalauréat. Un baccalauréat spécifique pour les techniciens cinéma. Ces premières classes cinéma et audiovisuel s'articulent autour d'options, se déroulant sur 3 heures hebdomadaires et prévoyant une articulation entre un apprentissage théorique, analyse des œuvres, et pratique, réalisation de films, auquel s'associe une notion de prévention, savoir décrypter les images télévisuelles. Reflet des hésitations des deux ministères, partagés entre le support filmique, l'objet pédagogique et l'œuvre d'art. Ce programme est mis en place par des centres de création audiovisuelle, CCA, des festivals et des salles d'arts et d'essais classées recherche. Si l'on retrouve d'anciens animateurs et animatrices de ciné-club dans la liste des principaux partenaires, les fédérations ne sont pas directement consultées pour la mise en place des classes cinéma. Au-delà de l'affront qu'ils représentent pour certains représentants du mouvement, ce choix illustre véritablement la fin de l'état de grâce des ciné-clubs dans le domaine de l'éducation cinématographique. Désormais, les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture se tournent de plus en plus vers les salles d'art et d'essai, considérant ces dernières comme des partenaires plus appropriés pour mener à bien les futures réformes. Cependant, à défaut d'être directement associé au projet, l'influence du mouvement cinéclubiste est bel et bien présente à l'échelle locale. Elle s'illustre notamment à travers des enseignants animateurs qui ont préalablement préparé le terrain en créant un ciné-club au sein même de leurs établissements. En mars 1985, les 14 équipes expérimentales
rédige un bilan en vue d'établir un programme national dont la rédaction est confiée à un groupe de pilotage constitué d'universitaires de Paris 3 et de représentants des différents ministères associés et du CNC. Le document est publié à la rentrée 1985 afin d'initier une généralisation du dispositif à l'ensemble des lycéens. Les options cinéma concernent désormais les classes de première, tandis que 7 établissements les expérimentent déjà en seconde. S'il ne se prononce pas sur les terminales, le texte préconise notamment de mettre l'accent sur la pratique en seconde et vise à l'acquisition d'une culture cinématographique, d'une méthodologie d'analyse filmique et de réaliser un produit modeste, abouti et surtout achevé pour les élèves de première. Un mois plus tard, alors que ce nouveau programme n'a pas encore été rendu public, la revue Cinéma 85 publie un article de Carole Desbarras qui salue vivement une démarche ouverte et de bon augure. Bien que la revue ne manque pas de souligner l'apport des ciné-clubs dans son bilan, l'état des lieux que propose quelques mois plus tard Jeune Cinéma, autre revue associée au ciné-club, est un peu plus contrasté. Anne Kiefer, enseignante et animatrice de ciné-club au lycée Léon Blum de Créteil, s'inquiète notamment de l'absence de toute concertation officielle. La réponse ne se fait pas attendre, puisque au même moment, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, annonce la mise en place, en février 1986, d'un symposium national sur l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel. À cette occasion, Jean-Pierre Chevènement déclare l'institutionnalisation des options cinéma et audiovisuel qui deviennent officiellement des sections intégrées à la filière A3, littéraire et artistique, mais aussi la création d'un baccalauréat attitré. Le ministère tourne le dos à la généralisation du dispositif et fait à l'inverse le choix de la spécialisation littéraire de la discipline cinéma. En réaction à cette décision, les enseignants des options d'Annecy, de Courbevoie, de Créteil, de Digne, de Douarnenez, de Nantes, de Sarlat et de Wissembourg adoptent un texte commun demandant la création d'une option complémentaire ouverte à tous les élèves de seconde. Mais l'appel semble se perdre dans les couloirs d'un ministère qui change de direction un mois plus tard, à l'occasion de la victoire de la droite aux élections législatives. Prenant la tête de l'éducation nationale, René Monory, nettement moins concerné par le projet que son prédécesseur, assure malgré tout la survie des options en proposant un vaste programme de financement. Des outils pour l'analyse des films, des livrets pédagogiques et des films éducatifs sont commandés à des universitaires, des critiques ou des réalisateurs reconnus tels que Jean Douchet, Sandra Jox, Philippe Bernard, Gilles Delaveau et Alain Bergala. Les vastes collections des fiches filmographiques des fédérations ne sont pas mises à contribution. Ces dernières ne sont pas non plus sollicitées pour mettre en place les premières formations destinées aux enseignants qui sont assurées par la FEMIS entre 87 et 88. Ce rendez-vous manqué traduit ainsi la détérioration progressive des rapports entre les fédérations des ciné-clubs et l'État tout au long de la décennie. Bernard Nave, alors jeune animateur de ciné-club et dernier président de la fédération Jean Vigo, se souvient de cette période avec une certaine amertume. 81. L'arrivée de la gauche au pouvoir a été quelque chose de très important parce qu'il y a eu l'arrivée au pouvoir de gens au niveau culturel qui n'étaient plus des militants du culturel. C'est-à-dire que tous les gens qui se revendiquaient du bénévolat ont été ostracisés. Ça a été quelque chose qu'on a mal vécu quand même, parce que tout d'un coup sont arrivés au pouvoir, dans les instances culturelles, soit des arrivistes. On a vu tous les gens des cahiers se placer dans les instances. On a vu des gens débarquer qui étaient des gens du PS ou apparentés, qui n'avaient pas de passé d'engagement dans le mouvement associatif en tant que bénévole. Et du coup, tout ce qui était bénévole a été dévalué. C'est-à-dire qu'on n'était pas sérieux. Et dans les réunions au CNC, à la culture, on a tout de suite ressenti que des gens comme nous, on comptait pas du tout parce qu'on n'était pas forcément des gens sérieux, parce qu'on n'était pas des professionnels, on n'était que des bénévoles. Alors ça, c'est terrible, c'est terrible. On avait tout un tas de gens comme ça. Alors nous, ce n'était pas notre ambition d'occuper des postes de pouvoir, loin de là. Et on a eu tout un tas de gens qui, eux, se sont engouffrés très facilement dans cet appel d'air et qui n'avaient pas du tout d'engagement comme le nôtre. Désormais, les grandes institutions publiques valorisent certains cercles cinéphiles en leur distribuant les postes clés du secteur cinématographique, tandis que les animateurs voient peu à peu l'État leur tourner le dos pour privilégier des nouveaux acteurs qui les remplacent progressivement sur le terrain de la transmission de la culture cinématographique. Ce désintérêt
accentue le départ de certains membres du mouvement qui tentent de valoriser leur expérience en la transformant en une compétence reconnue et parfois même professionnalisante. Ce n'est plus au sein des ciné-clubs, mais bien à travers de nouveaux espaces associatifs, MJC, festivals, etc., ou professionnels, salles de cinéma, revues spécialisées, cinémathèques, que ces derniers transmettent désormais leur passion du cinéma. D'autres refusent de traverser la frontière entre les deux secteurs du marché cinématographique français, en revendiquant une action bénévole et militante qui refuse toute démarche commerciale. Ils font ainsi le choix de rester au sein d'un mouvement associatif à but non lucratif qui tente tant bien que mal de s'adapter à un contexte qui lui est de plus en plus défavorable. Mais si certains animateurs voient dans la position de l'État un règlement de compte politique, ce sont surtout des choix économiques qui annoncent non pas une passation mais une réappropriation progressive de l'héritage des ciné-clubs. Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.